Salut à tous. Hello los amigos. Sans maîtriser bien l'anglais, sans être diplômé et arriver avec la bonne formation et beaucoup de travail à faire des millions. C'est bien l'immobilier. Dont une des sociétés qui a été revendue pour 1 milliard de dirhams, c'est à noter quand même. Hello, what the last price. C'est combien l'appartement? C'est quoi les 5 appartements? Attends, on vient de commencer le live, bonjour, un truc, on attend que les gens y arrivent, etc. Tu vois? Ouais, tu viens d'où? Where you from? What's your name? Where do you go? What you do? En fait, c'est pas parce que tu sais boxer que tu peux être un super prof de boxe. Ouais, clairement. C'est un super entraîneur. C'est pas parce que tu sais boxer que tu peux être un super prof de boxe. Salut à tous. Hello los amigos. En forme Ben? Ouais, très bien, et toi? Ça va, hein. Bon, la dernière fois on a fait une vidéo, on a un peu débordé autour et les gens ils sont tout de suite partis, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On a commencé, c'est un épisode un peu particulier. On a enchaîné pas mal de lives, l'ami Ben et moi. Et il y a un sujet là qui revient depuis un peu avant les vacances, c'est la fameuse formation. Formation immobilier. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Enfin, beaucoup de gens, oui, si, quand même, il y a pas mal de gens qui nous en parlent. Et après, dès qu'on rentre un peu dans le concret, il y a moins de gens qui se manifestent. Donc, c'est un épisode, je pense, qui va nous permettre de voir quelles sont les attentes des gens, qu'est-ce que nous, on peut promettre avec cette formation, et c'est quoi les objectifs une fois que tu te lances dans l'immobilier. Et je pense qu'on sera d'accord. Ben, après, je te laisse la parole. Vous nous connaissez depuis un moment, on n'est pas des vendeurs de rêves. Ça nous a peut-être même joué défaut au début, d'être vraiment cash et pas d'enjoliver les choses. Mais s'il y a bien un corps de métier à Dubaï où tu peux vraiment partir de zéro, sans maîtriser bien l'anglais, sans être diplômé, et arriver avec la bonne formation et beaucoup de travail à faire des millions, c'est bien l'immobilier. Nous sommes d'accord? C'est ça. Et ça va toi sinon? Je t'écoute. Non, mais non, vas-y. Continue. Non, je te refilais le mic. Ah, ok. Je te refilais le mic. Non, mais je veux dire, franchement, Ben, surtout toi, en plus, pour les gens qui te connaissent déjà, pour les gens qui ne savent pas, Ben a fait pas mal d'années dans le monde corporate. Il a commencé par l'immobilier, enfin non, il a commencé par l'entrepreneuriat. On l'a dit dans les lives, notamment, je pense que notre force, c'est qu'on n'est pas que des mecs de l'immobilier dans une bulle, on n'a rien vu d'autre. Genre, dès que tu nous sors de l'immobilier, c'est comme les Américains, ils peuvent être super forts. Les mecs sont à Harvard, mais il étudie l'économie, tu lui demandes la capitale de la France, il ne sait pas où c'est, parce qu'ils sont trop forts que dans un domaine. On a fait d'autres trucs dans notre vie hormis l'immobilier, et toi, Ben, tu as fait presque 10 ans dans le corporate? Ouais, 8 ans. 8 ans, tu vois, et dans des grosses sociétés internationales, brésiliennes et françaises, dont une des sociétés qui a été revendue pour 1 milliard de dirhams, c'est à noter quand même, à des Saoudiens. Ça, c'est pas mal quand même. Donc Ducrot, bravo Ducrot, c'est des carcasses. Bravo. Le gars, il l'a créé en 96 à Dubaï, sachant que le Ducrot, il l'a vendu à un groupe américain pour plusieurs millions, je ne sais plus c'était quelle année. Hein. Et donc, ils sont arrivés à Dubaï, ils ont créé la marque Jima, Ouais, Jima, J-G-Y-M-A, et ils l'ont revendu à un groupe français en 2014, et ils ont créé Bayara en 2014, en fait. En fait, c'est ce qu'il fait. Tous les 10 ans, il crée une marque et il la revend. Trop fort. À plusieurs millions. Et là, par contre, c'est pas plusieurs. Enfin, c'est millions de. Centaines de millions de dollars. Centaines de millions de ça fait dollars. quoi, 200 et quelques millions de dollars? dollars? À mon avis, 250. Hein. Je connais pas vraiment le chiffre, je peux regarder. Mais le pire, Ben, attends. Ben, est-ce que Bayra, ils avaient du foncier à Dubaï ou pas? Ou c'est vraiment du cash? C'est-à-dire, parce que parfois, tu connais, ils disent que ça a été vendu à 1 milliard, mais parce qu'il y a des actions, il y a du foncier. Le bureau de Bayara, il l'a acheté aussi à DIP. Donc il le possède. C'est pas super cher non plus. Par contre, en Arabie Saoudite, je pense pas qu'ils l'ont acheté. Ils le louent. Ils ont créé une factory en Arabie Saoudite. Non, ils ont créé d'abord une factory en Égypte. C'est ça l'histoire en fait. Ils ont créé Bayara pour être les grands patrons du Middle East, avec un nom un peu Bayara arabique, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ils ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros ce nom qui. Ça veut dire les égouts, non? Les égouts en arabe, mais ça veut aussi dire les. En fait, eux, ils voulaient dire plantation, mais apparemment, personne ne sait ce que ça veut dire, Bayara. Mais bon. Et en plus, le pire, c'est que le nom, il n'est pas facilement utilisé. Tu sais, parce qu'en fait, quand tu crées une marque, il faut que la marque elle soit facilement prononçable, facilement exportable, facilement mémorisable, etc., etc. Il y a 6 points intéressants, et malheureusement, elle rentre. Ils n'ont coché aucune case, mais ils l'ont quand même vendu. Ils l'ont quand même vendu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La stratégie, c'est déjà devenir numéro 1 à Dubaï en tout ce qui est fruits secs, noix, épices.
et tout ce qui est légumineuse aussi. C'est vrai, en plus, légumineuse. On rigole parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle comme ça dans notre entourage, c'est ce surnom. Il est un peu lent, donc on l'appelle, c'est un légume, donc on l'appelle légumineuse. Mais c'est exactement ça. Les lentilles, les fruits secs, les lentilles, les pulses, les quinoa, etc. Tout ça, c'est des légumineuses. Le couscous, c'est une légumineuse aussi. Et donc, ils ont développé, ils ont créé la factory de toutes pièces en Égypte. Et ensuite, ils ont créé la factory en Saoudi. Et genre 8 ans après avoir... Enfin, 8 ans. On va dire 5 ans après avoir créé la factory ou 4 ans après avoir créé la factory en Saoudi, ils ont trouvé le groupe d'investissement et ils l'ont vendu. C'est ouf, hein. Mais tu vois, c'est ça en fait. Ils ont développé l'Égypte. Donc, ils sont sortis un peu de Dubaï. Ça a grossi en Égypte. Plein de problèmes. Hein. Mais malgré tout, ça marchait. Et donc, après, ils l'ont créé Ils ont été malins parce que le plus gros marché de la région, c'est l'Égypte, je crois, en termes de population. Ouais, en termes de population, c'est le plus gros. Hein. Et donc après, la Saoudie était intéressée, donc ils l'ont acheté à ce prix-là. C'est fou parce que tu sais, on sera d'accord aussi, je pense, là-dessus. On est vraiment, surtout quand tu commences à consommer. Tu sais que là, ce qu'il peut faire, il peut recontinuer encore. Il va la refaire. Non, mais ils l'ont pas fait signer un truc, tu penses? Possible, mais c'est pas à vie, quoi. Ouais. Donc là, ça fait déjà quoi, un an et demi, 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Ouais. Donc là, il peut attendre peut-être 1 an et il peut relancer encore une autre marque, je sais pas moi. Tournesol, il trouve un truc. Tournesol, les produits Tournesol par exemple, bon ça existe déjà, mais on va dire une autre marque, la fleur, 4 fleurs, tu sais. Bref, une marque comme ça, française. Et plus c'est français, plus c'est exportable dans tous les pays. Parce que c'est gage de qualité. Ouais. Mais il faut que ce soit français, facilement prononçable, facilement mémorisable, etc. C'est ouf. Hein, Mais Bayara, malheureusement, c'était pas le cas. Hein. En fait, ils ont coché ça qui est bizarre. C'est ouf. Hein. Tu vois, Bayara, même avec un nom pas génial, ils ont réussi à quand même le vendre. Attends. Parce qu'il y avait des chiffres, il y avait des points de vente. Ils ont acheté en fait le futur. Ils ont vu que ça partait d'où et ça arrivait où, et c'est là où ils l'ont acheté. Le packaging est dégueulasse en plus. Enfin, moi, je trouve. Ouais, il est basique. Bon, en fait, les gens, ils se sont habitués, mais ça fait très indien. Hein. Mais tu demandes à n'importe qui, Bayara, personne ne connaît. Mais par contre, tu leur montres le paquet. Tu tapes sur. Ouais, tu leur montres le paquet, tu tapes sur Google Images, Bayara, ouais, ok, je connais. Ouais. Comme quoi. C'est les bouteilles, c'est Ducrot qui a créé ces bouteilles, le style des bouteilles. Il y a des bouteilles le petit truc, là, de 100 ml et de 330 ml. Tu ouvres le petit clapet, là. C'est Ducrot en fait qui a créé ça. C'est le père de Bayara, c'est le grand-père de Bayara. Pour info, il voyage toujours en économie. Ouais. Comme quoi, c'est. C'est pas le seul, je sais plus sur quel truc je suis tombé la dernière fois. Mais je crois qu'il a plus la DEAC pour ouvrir un autre truc. C'est ça, au bout d'un moment, how many. Mais tu vois, comme quoi, c'était compliqué. Hein. Tu sais, tu dis que tu vends des épices, des fruits secs, tu dis, bon, tu fais ça, t'achètes, tu vends et tout. Non, c'était très Excel sheet, très truc, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important, en fait, même dans tous les business, vraiment être en mode Excel sheet, vraiment calculer, etc. et savoir avoir une stratégie. Et que tout le monde soit online, en fait. Toute l'entreprise soit alignée. Est-ce qu'ils faisaient des bénéfices? Ouais, je sais. Ouais. Mais pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Parce que single digit. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est comme quoi, peut-être, il avait depuis le début, il avait en tête de vendre. C'est pour ça que peut-être la marge, c'est pas ce qui l'intéressait le plus. Ouais. Mais en tout cas, comme quoi, tu peux avoir des sociétés qui cochent pas beaucoup de cases niveau sexiness. Mais parce que et même présence digitale zéro, non? Non, si. Si, ça va. Il y a une personne qui bosse, qui fait que ça maintenant. Et c'était bien. Mais récemment. Hein. Ouais, moi je me souviens à l'époque où toi tu bossais, il y avait nada. Oui, il y avait nada au début. Mais après, ils ont commencé à vendre en ligne. Et maintenant, ils ont une présence digitale. Mais c'est pas fou non plus. Comme quoi, tu peux avoir un business vraiment old school et faire des gros sous. Hein. Ils pouvaient largement faire plus que ça. Mais pour lancer une nouvelle stratégie, une nouvelle truc, ça prend beaucoup de temps chez eux. Ouais, c'est à mon avis, c'est le système logiciel français. Le GoTo1, GoToDo. Tu votes une loi, elle met 2 ans à s'appliquer parce qu'elle passe par plein de layers, bureaucratie. Ouais. C'est ouf. Hein. Alors que tu pouvais lancer des produits comme ça à l'appel. Enfin, si tu voulais vraiment le faire. Moi, j'ai bossé là-bas. J'ai lancé des trucs rapidement. Mais c'est ouf parce dans que les pays où je bossais. Partout où ils ont bossé, moi, j'ai pas bossé dans cette boîte, mais tu m'en as tellement parlé. C'est une boîte qui t'a marqué, hein, pas se mentir. Tu fais souvent référence en fait, moi, à la base, je suis un entrepreneur, donc je suis un peu comme. C'est comme toi, acheter. Moi, j'aime bien acheter, vendre. Tu vois, c'est mon style de fou. Je suis Vasco da Gama. Faudra que tu parles des produits que tu as vendus. Vous serez étonné, ça va de la téléphonie j'ai tout fait. phare de voiture. Même en termes de. C'est vrai. Même mon premier produit que j'ai vendu sur le Bon Coin. Des casques, de moto. C'était un truc pour faire du pain pour les mamans. C'est ça que j'ai vendu. Et c'est comme ça que tu apprends le business. En aimant déjà vendre.
Mais là, bizarrement, tu vois, j'ai l'armoire à vendre là pour faire le studio le chez live toi. chez moi. J'ai l'armoire, j'ai le canapé, j'ai du mal à le mettre. Non, mais parce que tu sais ce qui t'attend. Ouais. C'est hello, Euh, what do you... hello, what the last price? Last Faut price. savoir que les mecs. What's the last? Une fois, il y a un mec qui me dit quoi? La- Ok. Il me dit, what's the last price? Je dis quoi? What's the last price? Tu l'as rendu, en fait, tu l'as rendu plus fou qu'il a essayé de te rendre. C'est lui qui me dit ça. Ah, c'est lui qui t'a fait ça? Ouais. What's the Mais en tout last? cas, ça t'a collé parce que tu le ressors tout le temps, ce truc-là. Ouais, t'imagines? Partout où on va, même à Bali, quand on voulait louer les bécanes. Ouais. C'est là. Je lui ai dit, ouais, what's the last price? Last. Mais en fait, les mecs, il faut savoir que je sais pas en France comment ça se passe, Ouais, mais si tu mets sur l'équivalent du Bon Coin ici, qui est Dubizzle, les mecs, déjà, ils t'appellent, il n'y a pas d'heure. Hein. Un mec, il peut t'appeler à 1h du matin dans la semaine et t'as mis le truc à 500 euros, il peut t'en proposer 60. Genre, il tente. Tu vois, Ouais. ils font mal à la tête, les mecs. Tu vois, c'est. Mais moi, c'est très très dur de vendre un truc ici. Ouais. T'as envie de le donner, ça te Mais regarde plutôt que le canapé qui est chez toi. Ouais. Je devais le vendre, j'ai acheté 2000 et quelques, 2500 dirhams. Et j'ai essayé de le mettre. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas, j'ai pas la motive. Ouais, parce que tu sais que Et même toi, en fait. Ah non, j'ai pas la motive. À un moment, je vais m'apprécier, Ben. Je fais, franchement, je vais bouger, je vais déménager, prends ton canapé. Après, je lui dis quoi? Bah écoute, il y a un numéro, tu les appelles. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à Dubaï et qui veulent se débarrasser des trucs, il y a un numéro. Ouais, junk, Tu les appelles. Je sais plus c'est quoi, c'est junk. C'est un 0800. Tu mets sur Google junk, Junk. Ouais. Ils viennent ramasser tout ce que tu veux leur donner. En fait. Les encombrants. Des armoires, tout ce que tu veux donner. Enfin, voilà. Ils viennent, ils ramassent et ils partent. Tu vois, au lieu d'essayer de le vendre 300 dirhams, 400 dirhams, ton truc, ils viennent, ils ramassent et c'est bon, ça te fait de l'espace. Limite, c'est ce que je vais faire. Ouais, parce que parfois, faut pas se prendre la tête. Hein. Franchement, mon armoire elle est toute neuve. Hein. Toute neuve. Ah, elle a pas beaucoup servi, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas de place là, là où je suis. Donc. Elle bouffe trop de place. Et vu qu'il y a un studio de Il y a un Twitchers qui se studio, ouais. prépare. Et bon, on a pas mal digressé parce qu'on parlait un passage de la carrière de Ben. Mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que Ben, justement, on a vu différents volets de la vie à Dubaï. Hein. Entrepreneuriat, avec des boîtes. En fait, il y a un truc que je voulais dire Vas-y, aussi. je t'en prie. En fait, quand je suis arrivé, mon premier mois, mon patron dans la boîte là, c'était mon premier vrai taf où je suis resté longtemps. J'ai jamais pu rester longtemps dans un travail parce que j'ai l'esprit entrepreneur. Donc à chaque fois que j'arrivais dans un taf, je me boostais pour vraiment rester le plus longtemps possible et j'avais du mal à rester. Il suffisait d'un moment de faiblesse, tu vois. Ouais. Et après, je pouvais pas rester. Et là, j'étais obligé parce que comme j'avais raté le business que j'avais fait avant, j'ai fait faillite. J'avais créé j'avais fait 5-6 business dans un business. J'avais une General Trading et j'avais créé par exemple un des produits que j'ai fait, c'est les Hello Kitty, des madeleines Hello Kitty. Et c'est là où j'ai fait mon entrée dans le retail. C'est grâce aux madeleines Hello Kitty. J'ai créé une boîte de 8 madeleines chocolat, 8 madeleines strawberry et tout Hello Kitty et je l'ai vendu à Carrefour, Géant, Union Coop, etc., etc. Plein de magasins, enfin tous les retail à Dubaï quoi. Et c'est ça qui m'a rentré dans le retail. Et quand je suis arrivé dans mon nouveau taf, Bayara, le taf où je suis resté 5 ans, hein, mon patron il m'a dit écoute, si tu es en mode français, dans le Middle East, en fait, dans le Middle East, dans le Moyen-Orient, Middle East et l'Afrique, donc MENA, dans la région MENA, si tu as une mentalité genre français, genre oui, non, tu feras rien. Zéro business. Il m'a dit tu es obligé de t'adapter, obligé de tirer un peu la corde à droite à gauche et de te laisser truc. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, pour vendre des épices, des fruits secs, des noix, etc., dans tous les pays que j'ai vendus en Afrique, Moyen-Orient, Nord-Africa, etc., tu vois, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Parce que eux aussi, ils ont leur propre. Tu vas au Maroc, tu vends du cumin, du poivre, et tu le vends 5 fois le prix. Ils vont te dire attends, mais t'es bien beau, c'est une marque. En plus, Bayara, si c'était une marque française, on a du gros et tout, on comprend la qualité. Mais là, une marque. Tu vois, c'était compliqué. Hein. Tu penses pas qu'il y avait des dessous de table dont tu n'étais pas au courant? Non. Et le patron, il m'a dit Bayara, donc en fait, dans le Middle East, il faut vraiment que tu comprennes que là, on est vraiment dans un système où tu dois. Tu dois t'adapter. Malléable. Tu dois bien naviguer. Donc, c'est pas vraiment juste tac, tac, 1 égale, et pas égal 1 dans le Middle East. Donc, tu es obligé de t'adapter. Il n'y a jamais qui va se. Dans le Moyen-Orient, il n'y a rien qui va se passer comme tu l'as prévu. Rien. Regarde, nous, on a essayé de faire une registration avec un des promoteurs les plus classes. Ils nous ont fait passer par des vertes et des pas mûres. Et voilà, et j'en passe. Il y a plein de choses que tu veux faire en direct
que tu feras peut-être en Europe rapidement, en Angleterre ou dans les pays organisés. Et finalement, à Dubaï, ça va prendre largement plus de temps parce qu'ils vont te dire ah, bah, t'as pas ce document, t'as pas ce document, t'as pas ce document. Donc voilà, c'est ça qu'il m'a dit mon patron. Et je l'ai retenu. Et c'est exactement ça qu'il faut retenir pour les gens qui viennent au Moyen-Orient. Il n'y a rien qui se fait directement ici. C'est pas une ligne droite. Et encore plus dans l'immobilier. Encore plus dans l'immobilier, on en a parlé plein de fois. C'est ce qu'on te dit, c'est pas forcément ce qu'il faut croire. Je parle pas le client là, je te parle vraiment en tant qu'agent et agence. Et il y a surtout un truc aussi aux Émirats, et comme tu as dit, je pense dans tout le Moyen-Orient, c'est le pouvoir de la présence. Envoyer un mail, c'est une chose, un mail de relance, mais se déplacer, rigoler avec le mec, prendre un petit café, montrer ta tête, c'est toujours bien. Ouais. Donc au début, il faut mouiller la chemise. Hein. Après, quand tu fais grandir ta boîte, tu peux avoir quelqu'un qui gère ça, hein. On appelle ça un admin. Mais au début, toi-même, tu dois... Ça paraît fou, parce que tu te dis que attends, c'est ton argent, tu n'as pas à faire ça, tu vois, on te le doit. Nous, surtout quand tu as grandi en Occident, c'est un peu ça la mentalité. T'as vendu X pour X, c'est ça la commission, on te donne telle date pour être payé, t'as pas à aller faire de l'humain, quoi. Mais ici, ça marche un peu comme ça, tu vois. Ouais. Mais ici, il y a beaucoup de palabres. Ouais, voilà. Palabras, las palabras. C'est vrai. Et ici, tu viens, tu vas voir un investisseur ou un local ou même n'importe quel business. Dégueule. Regarde, moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai vraiment assimilé ça. Donc, c'est pour ça que quand on fait des lives, les gens, ils arrivent. C'est combien d'appartements? C'est quoi les 5 appartements? Attends, on vient de commencer le live, bonjour, truc, on attend que les gens y arrivent, etc. Tu vois. Donc, mentalité mutualiste. Je l'ai vraiment. J'ai chopé ça en moi. Tu vas voir chez n'importe quel endroit à Dubaï, tu vas arriver chez, pas Carrefour, parce que c'est vrai que c'est français, mais c'est vrai que les degrés, les acheteurs en dessous des top level, c'est pas des Français, c'est des Syriens, Libanais, etc. Donc eux aussi, ils sont comme ça. Tu vas arriver chez le gars, tu vas lui dire, oui, j'ai le meilleur produit, nanana. Prends un petit café. Ouais, tu viens d'où? Where are you from? What's your name? Where do you go? What you do? Tu vois? Ah, c'est vrai. C'est vraiment comme ça pour le coup. Faut pas faire le mec trop chaud, hein. Faut s'adapter. Ouais. S'adapter. Et pour revenir à l'immobilier, on pense sincèrement que c'est une des seules trajectoires où, je vais répéter ce qu'on a dit au début, avec des bagages au préalable qui paraissent pas fous, qui te permettent vraiment de changer ta vie. Vraiment de changer ta vie. Après, c'est pas une science exacte. Hein. C'est pas une science exacte. Il y en a qui se sont pris des murs et il y en a vraiment, nous on en connaît dans notre entourage. Déjà même nous, à notre échelle, on a quand même changé notre vie, tu vois, à notre échelle à nous. Mais on connaît vraiment des gens qui sont devenus multimillionnaires grâce à l'immobilier et rien d'autre. Et encore une fois, sans bagage, sans de grosses qualifications, tu vois. C'est pas des gens qui sortent d'une grande école, etc. Bref. Donc, on s'est aperçu que beaucoup de gens avaient l'air intéressés au préalable. Donc déjà, si les gens sont intéressés, mettez votre adresse email. Honnêtement, mettez votre adresse email. Ça va nous permettre de quantifier l'intérêt déjà. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt ou pas? Parce que c'est une chose de dire que ça intéresse les gens, mais est-ce que vous êtes prêt à aller au bout de la démarche? Et après, encore une fois, comme on a dit en début d'émission, en début de podcast, tout va dépendre de hormis la formation qui est très très importante, c'est la base, mais tout va dépendre de votre acharnement. L'immobilier, c'est très 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 dur. C'est concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Très peu de barrières à l'entrée. En fait, les barrières à l'entrée, elles se mettent à partir d'un certain nombre d'heures de travail. Tout le monde, c'est comme un marathon. Tout le monde part de la même ligne, tu vois. Mais vraiment, sans exagérer, tu as une nana qui pouvait être danseuse en boîte de nuit et tu la revois dans un sales office d'Imar 3 jours après. Le mec a été serveur, il a donné un bon tuyau à quelqu'un, il a vu qu'il avait pris une petite commission, mais il se lance dans l'immobilier. Donc tout le monde peut être agent immobilier à Dubaï. La différence va se faire au moment où tu rentres dans le dur, au moment où ça devient compliqué, et tu as ceux qui lâchent l'affaire, et tu as ceux qui lâchent pas. Tu as ceux qui sont agents immobiliers seulement quand il faut appeler des clients. Et les agents qui réussissent, c'est les agents qui se disent qu'ils sont agents immobiliers 24 heures sur 24. Pas juste quand leur manager leur donne un listing et qu'ils doivent appeler, quoi. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben. C'est exactement ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la mentalité Middle East. Et la plupart des acheteurs, ils ne sont pas en mode ok, bah attends, il est 18 heures, je pense que leur bureau il est fermé. Ils n'ont rien à cirer. La plupart des acheteurs immobiliers à Dubaï, ils t'appellent n'importe quand. Mais quand il veut parler, il faut que tu lui répondes, en fait, en gros, tu vois. Ouais. Bien sûr, à mon avis, il faut y apprendre à mettre des limites. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que
Ah, c'est pas bon. Il te contacte à 1h du matin, 2h, 3h, etc. Bon, après, il y a Mehdi qui bosse avec nous. Il répond à 4h du matin, 5h du matin, etc. Lui, il dort pas. Ouais. Mais la plupart des agents, non. Tu sais, tu réponds genre, ok, bah, le lendemain, à 9h, 10h, au réveil, quoi. Et Et ouais, en tout cas, d'ailleurs, on a une petite question parce que est-ce que vous pensez, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de, je pense que la France, il y a la mentalité de la, c'est quand même dans la culture, en tout cas depuis ces dernières années, la formation. Il y a même des fonds qui ont été débloqués par l'État pour ça. C'est vraiment un truc, je vais pas dire très français, mais je sais qu'il y a énormément de formateurs français. On a cette culture-là voilà, de changer de carrière et pour se faire apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi beaucoup d'avis négatifs. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes associent la formation, le business de formation à de l'escroquerie. Enfin, une demi-escroquerie. Parce qu'en fait, les gens partent du principe... Et ça, c'est un vrai sujet. Hein, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut soi-même avoir été extrêmement successful dans un domaine pour pouvoir le faire apprendre le mieux possible? En gros, je m'explique. Est-ce que pour être un super entraîneur, il faut avoir été un excellent joueur? En tout cas, si tu prends le sport, ce n'est pas le cas. Les meilleurs entraîneurs actuels, Carlo Ancelotti, tout ça, bon, à l'époque José Mourinho, ça n'a pas été des grands joueurs. Et tu as des très grands joueurs qui ont fait des très mauvaises carrières d'entraîneurs. Parce qu'il y a des mecs qui sont très forts, mais ils n'ont pas la pédagogie. Justement, en fait, il y a des mecs qui sont tellement forts que quand ils vont apprendre à quelqu'un, il va avoir un tel décalage, il va être frustré, tu vois, il va commencer à le prendre d'eux, il va dire t'es bête, tu comprends rien, tu vois, c'est pas tout le monde qui a cette pédagogie, qui a cette truc. Donc, je pense qu'il est là le débat. Il est là le débat. Moi, perso, un mec qui m'apprend l'e-commerce, par exemple, et qui n'a pas des sites qui ont fait des millions de profits, enfin de bénéfices, parce que c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, mais bon. Mais au moins, le mec, il ne ment pas et il a vraiment appris, et c'est souvent dans les échecs que tu apprends, ça va. Ça va. Moi, je vois pas ça comme une escroquerie, en tout cas, tu vois. C'est ce qu'il a dit Dan Bilzerian dans son dernier interview. Il a dit que, en fait, c'est pas parce que tu sais boxer que tu peux être un super prof de boxe. Ouais, clairement. C'est ça. Un super entraîneur. C'est pas parce que tu sais boxer que tu peux être un super prof de boxe. C'est vrai, parce que, ok, des fois, en fait, tu sais pas qu'est-ce qui t'a ramené là où t'es aujourd'hui. Et donc, vraiment, pouvoir faire le cheminement passé, de se dire, ok, bah, qu'est-ce qui m'a ramené à ce point-là? Bah, j'ai fait ça, j'ai été voir lui, il m'a appris ses techniques, j'ai fait ci, j'ai le mouvement des jambes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois, bien sûr. C'est pas parce qu'il a fait 10 ans de boxe qu'il peut être prof de sport et tennis. Donc vraiment, c'est un bon prof, en fait. Il a peut-être, ouais, c'est un débat. Est-ce qu'il a besoin d'avoir fait vraiment, comme tu dis, autant de super fort lui-même. Ouais. Il doit avoir des années d'expérience, ça c'est sûr, et des galères. Je pense qu'il faut c'est pour ça que moi, ce que je trouve bizarre, tu vas me dire ce que tu en penses après, j'ai du mal à acheter demain une formation d'un mec qui a 18 ans. Sauf si c'est un truc lié à... Même, on va dire, moins de 25 ans. Quoi. Un mec qui ne sait pas manger des galères, des murs. Franchement, quand tu dis une formation, normalement, c'est 30 ans plus. C'est comme les profs. Ouais. Les profs, ils ont 30 ans plus, tu vois. Plus de 30 ans. Donc, ils ont vécu... après, c'est vrai que les profs à l'école oublient. Mais les gens qui ont réussi, qui se sont mangés des coups, comme dirait Stallone, il a dit You have to get hit and keep moving forward. Et en fait, à chaque fois que tu te manges un coup, tu tombes par terre et tu te le relèves. Même si ça prend un peu de temps, des fois, ça prend du temps de relever de plein de problèmes. Moi, j'ai monté des sociétés à Dubaï depuis le début. Et franchement, Dubaï, c'est que je le dis et je le redis, même Abdel il est d'accord, c'est vraiment dur de faire de l'argent à Dubaï. Donc avec plein de business. Donc on a essayé plein de trucs, on a essayé ça, les Madeleine Hello Kitty qu'on vendait partout, etc. Bon après, il y a eu des choses qui se sont passées. Et après, j'avais plein de produits. Franchement, j'avais 5 business. On va dire, j'en dis un deuxième. J'avais la marque O'Clock. J'avais la licence pour le Moyen-Orient de O'Clock. J'avais des Iraniens qui me contactaient par email, par truc. Ils me disaient, OK, moi, vu que tu as la licence, parce que voilà, j'ai la master franchise en fait. Et le mec, il me dit, OK, bah, je vais prendre 10 000 montres. Je lui dis, écoute, prends-en juste 10, frère. Juste 100. Tu vois, prends-en 100. Et essaye ton marché. Et en fait, il n'y a que des mythos en fait, au Moyen-Orient, tu vois. Et comme c'est de la pala. Et donc à la fin, toi, tu passes ton temps à y croire. Au début, j'y croyais pas, tu vois. Enfin, j'y croyais comme... Je faisais les calculs, je fais, ah ouais, attends, si lui il achète ça, et celui-là achète ça.
Et je vendais plein d'autres produits, hein, je faisais pas que ça. Mais à la fin, si ça s'est fait, j'étais millionnaire déjà en 2009, 2010, multimillionnaire, mais multimillionnaire. Donc là, quand on pense en mode exponentiel, millionnaire en euros en 2009, qu'est-ce que tu es en 2024? Si tu penses en mode exponentiel. Ouais. Tu penses pas en mode... T'approches le milliard. Ouais. Donc, non, peut-être les centaines de millions, Ouais. peut-être, ou encore peut-être les cinquantaines de millions ou centaines de millions. Donc en gros, c'est ça, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut être prof, c'est pas tout le monde qui peut donner des leçons, etc. Et après, c'est ça, moi je pense que c'est aux gens de voir les affinités. Par exemple, les gens qui nous aiment, nous, Marina et Mo, c'est des gens qui aimeraient peut-être pas X et qui aimeraient pas peut-être Y d'agent immobilier à Dubaï. Tu vois. Ah, tu mets le doigt sur un vrai truc, Ben, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Ça colle au sujet de la formation, ça colle aussi au sujet de la création de contenu. En fait, parfois, on se demande, tu te dis concrètement, parce que le but, quand tu fais quelque chose, tu veux le faire bien, donc tu veux à chaque fois essayer de passer des paliers, des étapes. On a démarré comme tout le monde une chaîne où, voilà, on faisait des 20 vues, des 30 vues, des 2 vues, et encore, c'était peut-être les potes ou la famille, va savoir. Mais, en gros, tout le monde te dit, enfin tout le monde, les gens qui nous suivent, ils nous disent que c'est bien de rester soi-même. Donc, de toute façon, quand même on essaierait de ne pas être nous-mêmes, au bout d'un moment ça foirait, je pense. On n'arriverait pas à tenir le rôle trop longtemps. Mais après, je ne vais pas dire que tu es tenté de le faire, c'est pas ça, mais tu te poses la question, tu te dis, attends, les réseaux sociaux, ils te renvoient une image qui a l'air de marcher. Et toi, parfois, tu prends une sorte de tangente à contre-courant. Donc, comme le nom l'indique, contre-courant, tu avances, mais c'est plus dur, c'est plus long, tu te fatigues, et tes bras, t'as plus de bras au bout de 10 minutes. Donc, c'est vrai que parfois, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que le fait, la jouer nature comme ça, brute, sans jouer... c'est même pas forcément la carte bling-bling, mais... Parce que j'ai l'impression, on parle du business de formation, j'ai l'impression que c'est pas forcément les gens les plus qualifiés qui sont mis en avant. C'est souvent les gens qui montrent le plus, qui renvoient le plus une impression de succès. Parce que il y a plein de gens, ils se disent qu'ils ont du recul, que c'est pas des gamins, tu vas pas les avoir avec une belle paire de chaussures et une belle voiture, mais malgré ça, malgré ce discours-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet. Je pense qu'à force, ça va plus marcher, ça. Je pense même qu'on arrive à une redescente, j'imagine. Hein. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est encore un effet sur les gens. C'est-à-dire que, en gros, hein, Ben et moi, on serait en Lamborghini toute l'après-midi ou en Aston Martin. On se filme l'après-midi dans des palaces, machin, jet privé, peu importe. Et derrière, tu veux vendre une formation, même si la formation, on y a mis que 30% de qualité dedans, tu as l'impression qu'elle se vendra vite parce que les gens, leur cerveau, il fait un raccourci. Il se dit, attends, ces mecs-là, ils ont cette vie-là. Donc si je veux avoir cette vie-là, il faut que j'achète la recette de ces mecs-là. En fait, les mecs, j'ai l'impression, ils jugent même plus la recette comment elle est, si elle est bien faite ou pas. Ils voient juste le résultat. Bon, ce mec-là, il roule en lambeau. Si je veux une lambeau, il faut que j'écoute ce qu'ils me disent. C'est un peu ça, et c'est dommage, parce que c'est vraiment pas... Comme on a dit, c'est pas du tout... je suis sûr qu'il y a des mecs, ils n'ont pas forcément le succès financier, mais ils ont appris des trucs de dingue dans leur vie, tu vois. C'est bizarre comme business. C'est très bizarre. Est-ce que c'est les meilleurs qui sont mis en avant? Telle est la question. Après, c'est comme tu as dit, tu vois, il y a beaucoup de monde qui ne veut pas faire ce raisonnement cognitif, de penser vraiment, de réfléchir, attends, est-ce que lui, il a vraiment réussi, il n'a pas réussi, etc. Attends, il nous montre qu'il est à Dubaï, il est en Ferrari, etc. C'est bon. Et Ferrari à Dubaï, c'est 5000 dirhams par mois. Tu Ouais, peux ça va vite, faire hein. un leasing. Ouais, Tu vois. très sympa de Dubaï. C'est 1200 euros, tu fais un leasing. Après, l'appartement, bah, tu peux payer. Faire du Airbnb, c'est très Airbnb, facile, l'appartement. Non, il y a moyen de faire beaucoup de choses. En plus, pour les boîtes de nuit, les soirées, etc., ça, on en connaît un rayon là-dessus. Et c'est vrai que si on faisait ça, je pense on ferait largement, non seulement plus de vues, mais plus d'argent, en fait. On vendrait plus du rêve. Parce que peut-être que les concurrents qu'on a, on va pas citer de nom, les top 3, on va dire, dans le top 2, en fait, ils sont vraiment deux. Ils vendent vraiment du lifestyle, et je pense que c'est ça qui... Ouais, bizarrement, Non. moi, je pense qu'on ferait plus de vues. Mais même ça, c'est un autre Non, parce podcast. que, Ça. Est-ce que toutes regarde, les vues sont bonnes à prendre? Quand tu prends, on va dire, admettons, à Dubaï, Ouais. en France francophone, par jour, il y a 10 acheteurs. Ok. Et comment ça se répartit les 10 acheteurs? Sachant que j'avais dit environ, il y avait 2000 agents ou 2000 agences, mais au moins 2000 Français speakers agents. Tu vois, 2000 minimum, si c'était pas plus. Hein. Et donc, comment ils se répartissent ces 10 acheteurs?
Donc, qu'est-ce qu'il fait l'acheteur 1, l'acheteur 2, l'acheteur... Peut-être qu'il va analyser ta personnalité, toi, Abdel. Après, il va passer avec une autre agence, il va analyser l'autre agence, il va analyser, et après, il va passer. Ou il te regarde ton contenu depuis un certain temps et il va passer par toi. Tu vois? Ou il passe directement avec celui qui lui a fait rêver, qui lui a fait visiter des villas, des trucs de rêve. Et c'est plus facile pour lui parce que, attends, le mec, il le voit depuis longtemps et le fait de le voir, c'est y croire. On est passé en mode CNBC américain, tu vois. L'esprit fluorine, tu vois. C'est vraiment, tu vois ce que tu crois et tu crois ce que tu vois et c'est plus simple. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que quelqu'un qui fait de la création de contenu depuis longtemps, il y a un côté rassurant. Parce que le mec, tu le vois, surtout en plus, tu prends des réseaux sociaux comme Snap, où c'est vraiment de la vie de tous les jours, le mec il se filme limite à son réveil. Bon, c'est un peu intrusif, mais les gens, ça les rassure, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'en faisant du bling-bling, entre guillemets, tu pourras peut-être vendre plus de formations. L'IMO, j'ai un doute. Parce que j'ai l'impression que l'IMO, mine de rien, nous, avec tout ce qu'on a vendu, on a rarement vendu à des petits jeunes, par exemple. C'est des gens qui ont un certain âge, et je pense pas que tu vas les impressionner avec une Ferrari en lock et une Rolex Daytona, quoi. Tu vois, il en faut un peu plus quand même. En fait, c'est ça que je te dis. C'est les gens qu'on a réussi à convaincre de passer avec nous pour l'achat à Dubaï, pour l'investissement d'ailleurs à Dubaï. C'est des gens qui sont venus pour nous. Mais nous, on n'est pas bling bling. Donc on peut pas savoir c'est qui qu'ils ont eux comme clients les autres. Ah, mais ouais, eux, on les connaît pas, mais Faut dire on a, les choses comme elles sont. on a un cercle. Tu prends notre ami, on a un Ouais. ami, c'est un top vendeur, il fait Oui. des millions d'euros par an. Le mec, il a même pas Instagram. Il a même pas Instagram. Et ses acheteurs, ils Ouais, achètent des appartements à 10 il a pas 15 millions. Instagram, mais il est quand même en bling bling. T'as vu où il habite 3-4 bedrooms Ouais, avec mais duplex, triplex, barbecue dans le balcon, gigantesque balcon, non, mais pelouse, truc. en fait, c'est pas ça. Un mec qui vient acheter un appartement de 15 millions, il va pas être impressionné. En fait, moi, je pense Après lui, c'est l'exception parce qu'il vend vraiment avec ses contacts, les amis des amis des amis. Voilà. Et la personne qui l'a fait rentrer dans le monde immobilier, elle aussi, alors c'est pire. Bon, non, elle a du bling bling, cette personne-là, c'est une fille. Elle a du bling bling, mais Moi, vas-y, je te laisse finir. elle a du bling bling, mais après, je sais pas si mais elle a plus des contacts. En fait, quand les Français sont arrivés dans le top 5 des acheteurs à Dubaï, elle était déjà là depuis avant que ça arrive. Ouais, Tu c'est une vois. ancienne. Donc elle a déjà des contacts depuis longtemps. C'est vrai que c'est une ancienne. Et plus tu arrives tard, donc plus tu vas devoir te battre pour récupérer un certain nombre. C'est pas impossible, bien sûr. Il y en a plein qui arrivent beaucoup. Il y en a plein qui arrivent. C'est pour ça que ça Ouais, il y a de la marche concurrence. tellement. Et au bout d'un moment, c'est ça que je me dis. Moi, je me dis, sur 10 acheteurs par jour, comment comment se diversifier et prendre la part du gâteau? Est-ce que ces 10 personnes, tu penses, c'est les gens qui sont venus nous voir, c'est des gens qui sont pas du tout... ils sont terre à terre, etc. C'est ça qu'on a comme acheteurs, nous. Mais je pense que les autres, ils ont réussi à la fin, ils ont vendu. Ils Non, mais vendent. il y en a Les agences que je te dis là. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Je pense qu'on a quand même des clients en commun, c'est-à-dire des gens qui sont terre à terre, ils vont quand même chez quelqu'un qui, à la rigueur, peut-être un petit peu plus bling-bling que nous. Mais je t'ai dit, je pense que En fait, il y a bling-bling et bling-bling. Ça veut dire demain, tu vois une belle propriété à La Palme pour faire la pub de cette propriété, pour la mettre en avant. Tu viens avec une Ferrari, machin, tu viens avec une jeune femme qui t'accompagne, qui est dans un beau tailleur, toi, tu as un beau costume Xenia ou peu importe, ça colle. Moi, je trouve ça ridicule quand tu arrives en lambeau pour vendre un studio où tu peux payer en 8 ans. C'est n'importe quoi. Il y a un décalage. Il y a un décalage de fou. C'est comme, je sais pas, tu arrives en Bentley devant un McDo et tu veux un voiturier. Tu vois, je sais pas, il y a un décalage qui est un peu bidon. Mais comme tu as dit, je pense qu'il y a une bonne répartition je vais dire des richesses. Il y a une bonne répartition. Chacun y trouve son compte. Mais est-ce que tous les clients se valent? Franchement, ça, c'est un débat, c'est un petit peu plus profond. Tu vois, il faut penser en mode player versus player. Ok. Tu joues un vidéo game, Mhm. un jeu vidéo, et en fait, c'est toi contre les gens du marché. Là, on va dire, il y a environ 2000 Français, et je pense qu'il y a largement plus d'agences ou d'agents français. Et donc, je me dis, mais la confiance, elle est répartie comment? Est-ce qu'elle est répartie par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, donc bling bling, etc., je t'en passe, ou ils sont répartis sur l'information? Parce que si c'est réparti sur l'information, la vraie, ça rime avec Marinemo. Marinemo. Maintenant, c'est pas comme si on avait 10 acheteurs par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, donc, les autres, ils arrivent quand même à convaincre avec leur style de bling bling, etc. Donc je pense que les clients, ils sont convaincus par le bling bling. Hein. Tu penses? Ouais.
Après, voilà, les gens qui regardent, ils sont environ, il y a 5000 vues maintenant, on est monté à 5000 vues environ. Donc on aimerait bien savoir, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Ouais, c'est vrai, c'est une très très bonne question ça, parce que souvent vous mettez en avant le côté, comment on appelle ça? Le côté franc et direct, qu'on a, enfin notre manière de s'exprimer, etc. Mais c'est vrai que même moi je suis très curieux de ça. Je suis très curieux parce que nous, comme a dit Ben, en tout cas moi, ou même Ben pour le coup, tout le monde, Mehdi aussi, hein, je parle en son nom, on trouve ça un peu. Il y a un côté risible un peu, c'est un peu marrant. Limite, parfois je tombe sur des pubs, je les regarde avec du second degré, sans charrier la personne, hein. Chacun a le droit, parfois dans les lives, vous nous parlez d'autres agents, des noms d'agences et tout. On n'est pas là à tirer sur qui que ce soit, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et à mon avis, ouais, comme a dit Ben, au final, je pense ils doivent avoir leur clientèle, hein. Après, pour moi, l'immobilier, surtout arrivé à un certain ticket d'entrée, si tu as, si t'as 30 ans et plus, et tu as entre 200 et 600 000 euros à investir, et il te suffit juste d'une Maybach ou d'une Rolex pour te motiver à acheter, c'est problématique. Après, ça, c'est perso, hein. Mais ouais, il y en a pour tout le monde. Après, si tu dépasses le côté purement business, il y a aussi le côté un peu religieux, le risque, hein. Chacun est destiné à prendre ce qu'il doit prendre. Et il y a de ça aussi, je pense, hein. Et concrètement, donc, envoyez-nous un message en commentaire et dites-nous est-ce que vous préférez justement le côté bling bling, vraiment, et si vous pouvez être honnête, hein, ou le côté un peu Marine Nemo. Non, t'enchaînes pas avec Marine Marina. Nemo! Parce que, ouais, c'est vrai. Concrètement, si on change notre fusil d'épaule, pas dans le bling-bling à fond la caisse, hein, mais si on change notre contenu, on essaye de surfer un peu sur ce qui marche, est-ce que les vues seront toujours au rendez-vous? Ça, c'est une très bonne question parce que tu as tendance à te dire, ouais, tu veux faire ce qui marche, mais tu vois, c'est comme une paire de chaussures, hein. Toutes les pointures ne vont pas à tout le monde, hein. C'est un enfoncement de porte ouverte et une phrase un peu de Miss France, mais c'est vrai. Donc parfois, est-ce que c'est pas mieux de rester dans son sillon, se faire son style et se faire sa clientèle plutôt que d'essayer d'aller chasser sur les terres des autres? Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu français, hein. À Dubaï en tout cas, il y en a énormément. Donc est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la fosse au lion avec tout le monde? Pourquoi pas rester dans son couloir? C'est comme la natation, chacun son couloir de nage, tu vois. Et les moutons seront bien gardés. Et pour revenir à la formation, les mecs, honnêtement, bah Mehdi, hein, on en parle souvent. Mehdi qui était d'abord avant de devenir un pote, c'était un client qui a acheté un appartement. Et Mehdi, je ne trahis pas un secret, Mehdi avait un anglais très limité. Et voilà, je vais pas déclarer ce qu'il gagne, mais je pense que beaucoup de gens seraient envieux. Enfin, envieux, pas forcément dans le mauvais sens, mais seraient très étonnés. Et surtout, dans les formations business, on va dire, nous, ça colle un peu au business, c'est quoi la clé de vente? C'est quoi la promesse qui fait vendre, selon nous, hein? C'est la rat race. Sortir de la rat race, sortir des bouchons le matin, sortir des problèmes géographiques. C'est-à-dire demain, tu veux prendre un billet d'avion, aller bosser d'un transat à Bali, tu peux le faire. Tu veux aller en Amérique latine, tu peux le faire, etc. C'est vraiment ça la promesse, hein. Je ne pense pas qu'il y ait des mecs qui soient passionnés par l'e-commerce. Ce qui les passionne, c'est l'idée de pouvoir voyager, circuler, faire de l'argent, peu importe là où ils sont. Et Mehdi a réussi à faire ça. Après, c'est un bémol, hein. Mehdi, franchement, il n'est pas représentatif de la masse, parce que ça demandait une charge de travail très importante avant d'en arriver là, et surtout, ça demandait des collaborateurs, des gens de confiance. C'est pas pour tirer la couverture à nous, Mehdi, on lui fait confiance, il nous fait confiance. C'est-à-dire, demain, vous voulez faire ça avec une agence autre, il y a des chances que le moment où la com elle tombe, déjà quand tu es à Dubaï, c'est dur d'avoir ta com, alors imagine, tu habites à Bangkok et tu relances le mec pour récupérer tes 10 ou 15 000 euros de commission, tu risques de courir. Mais en tout cas, nous, on le répète, il y a vraiment énormément d'argent dans l'immobilier. Et c'est vraiment une catapulte. C'est simple quand tu regardes. C'est simple quand tu regardes les chiffres de Des vente tout. par jour. Quand tu regardes les chiffres de vente par jour, ça se compte en milliards de dirhams, de dollars. Ouais. C'est milliards de dirhams et milliards de dollars aussi. Et en milliards de dollars, donc des fois c'est 1 milliard, des fois c'est 40 milliards. Tu te dis, attends, 40 milliards par jour, si je pouvais vendre juste 0,0001 de tout le chiffre, c'est possible. Ouais, bien sûr. Ça demande beaucoup de travail. C'est possible. Et Après, c'est juste,
Je pense que c'est aussi un. Après, c'est un débat. Ça, c'est un débat que j'avais quand j'étais. En fait, moi, je suis rentré dans l'immobilier en 2012, quand ma boîte, elle n'avait pas marché. Donc 2009 à 2011 et demi, on va dire. Ma boîte, elle n'a pas trop fonctionné, donc 2012. Et après, j'ai arrêté. Et après, je me suis dit, bon, faut que je travaille. J'ai quasiment plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis rentré dans l'immobilier. Par contre, à l'époque, l'immobilier, c'était pas comme maintenant. Il y avait des off-plan de Emar, mais c'était rare à l'époque, en 2011, 2012. Par contre, ce qu'il y avait, c'était les gens qui louaient des appartements. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. La population à Dubaï, c'était 900 000, je crois, personnes environ. Donc à la fin, bah, c'était juste location. Je faisais de la location et de la vente. Mais c'était vraiment compliqué, hein. Il fallait vraiment. Sans voiture. On était livrés à nous-mêmes. Et il fallait. Non, j'ai pas tenu sans voiture. En fait, c'est vraiment à la fin. C'est quand j'ai. Que t'as mis all-in. Quand j'étais là, j'ai tout posé. Je me suis dit, bon, bah, je crois que c'est l'heure de partir, de rentrer en France. Parce que j'ai vraiment plus de pognon. En 2012, on va dire, à fin 2012. Et, sans voiture, c'est compliqué. Par contre, à pied, tu n'avais pas besoin de voiture parce que Marina. j'allais voir les agents immobiliers de tout Marina. Les agents de À pied. sécurité. Sécurité. J'allais voir les agents de sécurité à Marina, je leur demandais salut, j'étais pote avec eux. Je leur donnais une canette bien fraîche de coca ou un Mars ou un truc. Et après, ils me donnaient des noms de proprios qui cherchaient des appartements. Donc après, de chercher à louer leur appart, qui cherchaient à vendre leur appart. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la vente. Mais le problème, c'est avant d'arriver à la vente, il faut d'abord clôturer quelques locations. Quand tu as clôturé quelques locations, tu as vu comment ça se passe avec le client, etc., là, tu montes à la vente. Et quand tu as fait des petites ventes, etc., là, tu veux monter en gamme. Mais maintenant, en fait, les gens, ils arrivent, les nouveaux agents, ils arrivent, ils veulent tout de suite vendre des trucs à 5 millions, 10 millions, tu vois, en off-plan. Ouais. Avant, il n'y avait pas d'off-plan. Avant, c'était, tu viens, tu loues un appartement, et avant, c'est pas comme maintenant. Maintenant, la plupart des agents et location, ils disent, nous, on veut 5 000 dirhams. Si on te fait un appartement, même un 50 000 dirhams d'appartement, 60 000 dirhams d'appartement, il faut que tu payes 5 000 dirhams de commission. Alors qu'avant, non. Avant, c'est 5%. Peu importe Et le d'ailleurs, montant. c'est toujours légal, hein. Le montant légal pour la location, la commission, c'est 5%. RERA, ils imposent 5%, pas 5 000 dirhams. Donc ça, c'est les agents qui l'ont sorti. Et après, si tu n'as pas envie de louer avec lui, bah, tu trouveras sûrement un mec à 5%. Mais à l'époque, c'était compliqué parce que tu devais partager 50% avec l'agence. Donc à la fin, tu trouves le client toi-même, tu trouves l'acheteur toi-même ou le locataire toi-même à travers les pubs. Bon, après, ça coûte maintenant, on sait que ça coûte un budget de mettre des pubs sur Dubizzle, mettre des pubs sur Property Finder et faire la même chose sur Beyout. C'est un budget, Ouais, tu vois. bien sûr. Mais en étant agent, tu calcules pas, tu te dis, attends, moi j'ai trouvé moi-même le locataire, pas vraiment toi-même. Tu l'as mis sur Dubizzle, tu l'as mis sur etc. Mais après, à l'époque, il y avait Facebook qui marchait bien, donc j'avais des groupes Facebook, j'avais plein de groupes Facebook, je parlais à tout le monde. Non, franchement, en fait, avant d'arrêter, parce que j'ai arrêté, parce que voilà, j'avais plus de pognon pour continuer à tenir, j'ai fait de location, mais à la fin, si c'est pour toucher les 1500, tu partages. les 1500, 3000 dirhams. Tu vois, à l'époque, ça valait pas le coup d'être agent immobilier, vraiment. En 2012, ça valait pas le coup. J'avais fait que 3-4 locations en 2 mois, et à la fin, bah, j'avais pas gagné assez pour continuer à vivre, etc. Par contre, maintenant, avec agent immobilier, tu vois un appartement 5%, on va dire, c'est un appartement, c'est un studio, maintenant, c'est des studios environ 700, 800 000. Tu te fais 60 000 de com, tu partages avec l'agence et tu as 7 000 euros dans ta poche. Ouais, Un studio, 7 000 euros dans la poche. Donc ça peut aller très vite maintenant. Alors qu'à l'époque, les gars, fallait se battre. Hein. tu fais une location ou même une vente, ça prenait 3 mois. Donc là, on est vraiment dans un monde. C'est plus concurrentiel, mais il y a plus à gagner. Exactement. Là, il y a largement. En fait, il faut se battre contre la concurrence. Trouver c'est quoi l'angle marketing qu'il faut adopter qui te différencie ou qui te rend une personne spéciale aux yeux des clients. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les clients veulent passer avec toi et pas avec un autre. Ouais, c'est clair. Et surtout, il y a des gens peut-être qui nous regardent, ils n'ont jamais pensé à l'immobilier, mais ils ne se rendent pas compte de la mine d'or qu'ils ont, c'est les contacts. Parce que d'accord, c'est vrai que c'est dur de se faire sa place. Il y en a qui sont peut-être pas à l'aise avec la caméra. On ne l'était pas aussi, on vous rassure. Hein. C'est pas du tout notre truc de base, mais au bout d'un moment, justement, quand tu n'es pas là à jouer un rôle, c'est assez facile au final. Hein. Tu prends ta caméra, c'est comme si tu parlais à un pote. Et vu que tu peux parler à des potes toute la journée, il n'y a pas grand-chose qui change au final. C'est dur quand tu joues un rôle. Mais il y a des gens, ils se rendent pas compte. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. La personne de mon entourage, c'est pas mon entourage proche, hein, je peux pas l'appeler un ami, mais c'est quelqu'un que j'ai connu en tout cas à l'époque, qui a gagné le plus d'argent dans l'immobilier et que ce soit en plus à Dubaï et dans le sud de la France.
C'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'immobilier. Mais quand je vous dis rien à voir, il était moniteur de ski. Moniteur de ski, c'est Fabien. Je ne pense pas qu'il regarde, mais je le salue au cas où si la vidéo lui arrive. Moniteur de ski, bon, pas n'importe où, il était moniteur de ski à Courchevel. Et voilà, justement, il avait la même. Ça aussi, c'est très important. Il avait donc une clientèle qu'il a fait au cours des années, notamment russe, clientèle russe, et en plus auprès des enfants. Vous savez, pareil pour les profs de tennis, dès que vous touchez un petit peu à la famille, on vous fait confiance avec les enfants et tout, il y a un lien qui se crée. À la pause déj, en haut des pistes, ils vont déjeuner ensemble, plus tous les ans, ils reviennent, bon bref. Et il a mis énormément de temps avant de leur proposer quoi que ce soit. Ça, c'est important aussi. L'idée, elle a germé dans sa tête, pas tout de suite. Le mec, il s'en fout, il était dans sa Haute-Savoie, il est bien passionné de ski, il fait son taf et gagne très, très, très bien déjà, avec les pourboires en plus. Et une fois, une personne je regrette, parce que c'est moi peut-être qui aurais dû faire le premier pas, mais bon, j'avais pas les propriétés qui matchaient le calibre de ses clients à l'époque. Un ami qu'on a en commun, qui nous a présenté, a commencé à lui proposer des propriétés sur La Palme, et ça a été à une vitesse fulgurante. Quand je vous dis fulgurante, il était déjà très bien, mais après ça a explosé. Hein. Pour vous dire, ça a terminé à vendre des appartements à Monaco, à Cap d'Aille, au Cap d'Antibes. Donc là, on est sur des commissions, dans certains cas, qui avoisinent le 1 million d'euros. Et le mec était prof de ski. Rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec le business. Je vous parle d'un temps, il n'y avait pas Instagram, rien du tout. Donc il y a peut-être des gens dans leur entourage, ils ont une mine d'or de connexion, de contact. Et après, c'est effet boule de neige. Hein. Ça peut aller très très vite. Et surtout, c'est peut-être une erreur, moi que j'ai faite perso, c'est que j'ai pas été assez patient. C'est pour ça, moi je suis convaincu que si certaines personnes achètent la formation, et c'est ça qui m'intéresse, hormis le fait de gagner de l'argent, on va pas se mentir, on n'est pas des bénévoles. Hein. On ne veut pas jouer sur le fait faut que ce soit du win-win, bien évidemment. Mais je suis curieux de voir qui va nous dépasser. Et je ne serai même pas dans un délire de hate, je suis dégoûté, quelqu'un a fait plus d'argent que nous. Pas du tout, au contraire. C'est marrant de voir les destins de chacun. Tu n'es pas à l'abri que demain, quelqu'un achète la formation et démarre de tout en bas de l'échelle de l'immobilier à Dubaï et finit par vendre des signatures villas à 80 millions, 70 millions. Et de savoir qu'il a commencé avec notre formation, franchement, ça serait une belle histoire. Parce que chacun a sa destinée, chacun a son étoile dans l'immobilier. Et chacun a ses connexions et la patience. La patience, moi, à l'époque, je bossais à La Palme et je regrette d'avoir arrêté. Je vendais plus une cacahuète. Je commençais à être dans le rouge. Plutôt que de patienter et serrer les dents, j'ai voulu aller là où il y avait un peu d'argent à faire et tout, donc business bay, machin. Et les quelques potes que j'ai gardés de l'époque qui n'ont pas bougé de La Palme, qui ont galéré comme des malades à dormir à gauche, à droite, chez des potes hébergés, maintenant, les mecs, ils sont millionnaires. Millionnaires en dollars. Hein. Millionnaires en dollars, multipropriétaires à La Palme eux-mêmes. Parce qu'ils ont patienté, il y avait la tempête, mais ils n'ont pas bougé, ils ont attendu que ça passe, et maintenant, ils ont récolté les fruits de leur patience. Tu vois, je voulais revenir sur un truc tout à l'heure. Un prof de marketing, à l'époque, c'était avant le bachelor, c'était en France. Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, le plus important, c'est pas l'achat, c'est le réachat. Tu vois, le plus important, c'est pas que tu vendes le produit à une personne une fois, et après, il disparaît et tu ne l'as plus. Le plus important, c'est le réachat. Et en fait, en immobilier, c'est ça. Tu vas galérer au début pour trouver ton premier client, mais après, si tu poses les bonnes questions, ce client-là, non seulement il va réacheter un autre jour, ou le même jour, ça se trouve, ou il va te présenter des amis, des amis, des amis. Ça peut aller très très loin, tu vois. Ça peut aller vraiment amis, d'amis, d'amis, parce que c'est un cercle. Et d'ailleurs, on va faire un petit message tout de suite. Marina Imo, agence immobilière à Dubaï. Vous nous regardez depuis un certain temps. Donc, si vous avez des amis, d'amis qui veulent acheter à Dubaï, dites-leur de passer par nous. Tout simplement. C'est un petit message direct, clair et précis. Et je continue. Donc le plus important, c'est pas l'achat, c'est le réachat. Et en fait, admettons que tu as galéré pour tout apprendre de l'immobilier, etc. Ça prend du temps. Mais tu arrives et tu as trouvé ton premier acheteur. Et là, non seulement il faut le garder, faut le garder près de toi, il faut le satisfaire au maximum, il faut le choyer, et ensuite, lui, il t'apporte d'autres acheteurs, et il rachètera un autre jour. Donc c'est pour ça que la première vente, on va dire, c'est vous allez vous faire 5%, la moitié, etc. Mais en fait vraiment, pourquoi on aime l'immobilier ? Et pourquoi j'ai toujours aimé l'immobilier, même quand je bossais pour Bayara, je bossais pour un groupe brésilien, une grosse structure qui est multimilliardaire, je pensais vraiment à l'immobilier. Je voulais toujours retourner dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que, pour deux choses.
J'avais un super gros salaire, enfin, super bon salaire, stable. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir the sky is the limit. C'est-à-dire que tu peux gagner X, Y, Z. Tu vois? Admettons, si on avait de la chance, on aurait vendu une villa à The Heart of Europe. Bon, c'est un peu un projet un peu truc, mais un peu bizarre, mais on va dire Heart of Europe, c'est une île tout droit. En fait, il faut prendre un bateau pour y arriver. Sur Jumeirah, c'est une île. En fait, c'est vraiment, tu prends un bateau et tu y arrives et tu as des appartements pour 100 millions de dirhams. Des villas. Des villas. Imagine, on aurait vendu genre 2 villas là-bas. Ah, juste une, allez. Ouais. Une villa. T'es refait. 100 Sûr. millions, 5%, salam alaikum. Malaikum salam. J'aime bien dire ça à chaque fois. Tu vois, ça peut aller très vite. Admettons, cette personne, 100 millions, il kiffe sur toi, ça devient ton pote, etc. Ou pas besoin d'être pote, hein, au moins d'être en bonne relation, affinité. Et t'envoies son ami qui est président de je sais pas quoi, qui est directeur d'une grosse structure, qui fait ci, qui fait ça. Et t'envoie. Et il achète un autre truc. Pas le même projet, un autre projet. Et ça peut aller très vite. L'immobilier, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on aime l'immobilier. Après, c'est vrai que c'est super compliqué, c'est super dur. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de frustration. Frustration, c'est le mot. Mais il faut juste se battre et se relever, comme dirait Stallone. Tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. La personne que vous voyez devant vous, c'est pas la personne qui était il y a 10 ans. J'ai rien à voir. Et encore pire, la personne qui il y a 20 ans. Et il faut toujours se remodifier, s'améliorer. Ouais. Mais il faut vraiment le vouloir. Si vous ne le voulez pas, si vous faites rien pour, bah, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut quand même de la volonté et de la dédication. Ouais. Non, c'est vrai, hein, franchement, c'est... Non, mais c'est vrai. Je suis en train de réfléchir à ce que tu disais, c'est exactement ça. L'immobilier, je t'ai dit, on l'a dit plein de fois, beaucoup de frustration. C'est un métier fait de frustration, parce que tu as beaucoup de promesses, et tu as beaucoup d'entre nous étaient déjà millionnaires il y a 10 ans virtuellement. Tu es là, tu es dans ta chambre, tu prends ta calculette, tu fais les comptes, tu penses déjà à ce que tu vas acheter avec l'argent de la commission, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et franchement, si tu es imperméable ou voilà, tu es très peu affecté par la frustration, faut foncer. C'est un métier pour toi, c'est une reconversion qui reste quand même, je trouve, facile. C'est pas comme si tu te reconvertis tu deviens pas avocat du jour au lendemain, tu deviens pas médecin. Tu peux devenir agent immobilier à succès, pas du jour au lendemain, mais tu peux le devenir en tout cas. Tu peux le devenir et en plus tu montes dans l'échelle sociale, plus le nombre de personnes est restreint, mais plus c'est un petit cercle. C'est-à-dire que tu peux vraiment, comme a dit Ben, hein, je t'ai dit, une fois que tu arrives à avoir entre guillemets un gros poisson, et ça se passe bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre de la merde. Hein. Faut pas faire une vente pour faire une vente. Parce qu'après, le client, il ne va pas s'inscrire avec toi dans la durée. Il va dire, OK, si c'est un mec qui a de l'argent, il va dire, bon, on m'a mis sur le mauvais cheval, c'est pas grave, hein. Je ferai d'autres coups, mais ça ne sera pas avec ce mec-là. Si tu fais les choses bien et tu ne penses pas court terme, juste prendre une com immédiatement, tu veux vraiment pas, tu préfères ne pas vendre que vendre un truc pourri, bah là, si le mec, il est pas con, il va se dire, attends, un agent comme ça court pas les rues avec tous les charlots qu'il y a à Dubaï, on va pas se mentir, il y en a beaucoup. Hein. Et il y en a, c'est même pas de leur faute. Hein. Je dis ça charlot, mais c'est parce qu'ils ont des impératifs d'argent. Quoi. Le mec, il est là en bed space, il doit payer son loyer. Faut absolument qu'il fasse une vente. Hein. S'il faut qu'il te fasse croire qu'il y a la vue sur Burj Khalifa alors que tu achètes à Dubai Land, il va le faire. Mais ça peut aller très très vite. Effet boule de neige incroyable. Et étant donné qu'à Dubaï, il y a énormément d'agents, la concurrence est rude. Mais paradoxalement, il n'y a pas tant de bons agents que ça. Honnêtement. Quand je te dis bons agents, c'est humainement. Et des mecs qui connaissent vraiment le terrain, comme a dit Ben. Hein. Pour moi, la vraie façon de connaître le terrain, c'est la location. C'est vrai que c'est là où tu te fais les dents, tu comprends bien les quartiers, comment ça fonctionne, les démographies, qui recherche ce type d'appartement, voilà, c'est quoi le profil d'acheteur, c'est quoi... D'ailleurs, un petit truc, vite fait, avant qu'on commence, il y a encore un client qui m'a demandé les flips, les fameux flips, on en a parlé plein de fois. Mais les mecs, je vais vous dire vite fait la réponse que je lui ai dit. Au bout d'un moment, il y a un truc qui est important, c'est... Dubaï, si tu veux faire des flips, vu que c'est la terminologie à la mode, j'avais regardé un podcast que j'aime beaucoup, du poteau Wiss et Hakim Ben Othman, et j'ai trouvé ça très très intéressant ce qu'il a dit. Il faudra rendre à César ce qui est à César. Il a dit acheter là où il fait bon vivre, là où on se sent bien. Ça paraît une phrase bateau, mais c'est vrai, tu vois, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai. Et les gens qui veulent faire des flips, acheter dans des endroits qui peuvent potentiellement plaire à des gens, à ce qu'on appelle des end-users. Parce que je vais essayer de la faire courte, les mecs. Un end-user, c'est quelqu'un qui achète pour vivre.
dans le bien, avec sa famille, etc. Donc, il est plus à même d'avoir des coups de cœur. Il ne fonctionne pas, dans certains cas, il ne regarde même pas les chiffres, il s'en fout. La renta, elle est de 4%, il s'en fout, ça lui plaît. Il est prêt à mettre même un peu plus, puisque c'est la maison que sa femme et ses enfants, ils ont eu un coup de cœur, ils veulent habiter dedans. Et il y a des quartiers à Dubaï qui sont plus pour des investisseurs. Si vous connaissez la référence à Jacques Attali, un jean à une jambe que tu achètes juste pour revendre, il n'est pas fait pour porter. Si tu achètes dans un endroit comme ça et tu veux revendre, faire un flip et revendre vite, il y a de grandes chances que le mec à qui tu vas vouloir vendre, lui aussi veut faire une affaire. Donc il va vouloir te l'acheter encore moins cher que tu l'as acheté. Donc voilà, petite parenthèse, acheter aussi dans des endroits qui plaisent à des end-users, à des gens qui souhaitent vraiment habiter et non juste faire de l'investissement. Voilà, parenthèse refermée. On me fait signe qu'il reste 1 minute. Ok, donc j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à commenter, justement, on aimerait bien recevoir votre avis sur la question de la formation immobilière, mais surtout sur la stratégie. Est-ce que show-off ou pas show-off, en gros? Et voilà, donc j'espère que c'était Ben et Abdel de Marinemo. Marinemo, mettez votre email, les mecs. Très important, mettez vos emails. Ciao.